Bonjour à tous. Alors, je vais vérifier que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Si vous pouvez me confirmer que le son est OK de votre côté. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon? Donc, bonjour à tous. Vous êtes très nombreux aujourd'hui à participer à la conférence DailyFX sur quelles peuvent être les grandes orientations stratégiques sur l'année à venir, donc l'année 2016. Euh, je vais vous parler avant tout du dollar. Euh, Comme vous le savez, la Fed est intervenue donc très récemment au travers de sa politique monétaire. Donc bonjour Totov qui vient régulièrement sur mes webinaires. Donc je vous rappelle que je suis analyste stratégique pour DailyFX et instructeur de trading. Donc au travers de mes articles et de mes webinaires, donc de mes vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube DailyFX, je vous présente donc mes analyses, donc mes analyses stratégiques sur les différents actifs. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble une vision long terme des actifs parce que justement, on essaye de se projeter sur 2016. Au travers de mes webinaires, je ne vous présente pas uniquement finalement mes graphiques. Je vous les commente bien évidemment, mais j'explique aussi l'importance d'établir des zones stratégiques, euh, quel type de setup de trading on peut utiliser pour les exploiter. Et donc je vous invite fortement à suivre donc ces webinaires mercredi 16h régulièrement, ainsi que les articles que je produis au quotidien donc pour DailyFX, pour lesquels j'effectue un réel suivi, c'est-à-dire que quand je publie une analyse, je vous présente toujours un lien sur la précédente analyse de façon à ce que vous puissiez juger de la qualité, de la pertinence finalement de l'évolution des cours et comment ils se comportent au regard de mes analyses. Donc je vous invite très très fortement à regarder de près ces articles. Alors ce sont des articles qui ne sont pas destiné donc à une cible débutante. Je m'adresse essentiellement à des traders aguerris, avertis, qui ont déjà une bonne connaissance du chartisme, qui comprennent l'importance des niveaux Fibonacci, ces niveaux qui sont utilisés par les hedge funds pour se donner des objectifs, que ce soit des niveaux de retracement ou des niveaux en fait de projection, et bien entendu les vagues d'Elliott qui me permettent de comprendre finalement la qualité d'une tendance et le potentiel qu'il peut rester sur cette tendance afin de raffiner finalement les seuils que je propose. Donc, bonjour Crapulus, bonjour Pascal, je vous dis bonjour, vous êtes des réguliers de mes webinaires, bonjour Kevin, donc merci pour votre présence aujourd'hui. Je vous rappelle que ces webinaires ne constituent pas des conseils en investissement, ils sont là pour vous apporter une information en termes d'analyse. À vous évidemment de croiser ça avec les analyses qui peuvent venir d'ailleurs ou vos propres analyses et d'en faire vos propres jugements. Bonjour Scorpion Luc. Donc juste en petite aparté pour ceux qui me découvrent, euh, j'ai au travers de mes outils un schéma d'analyse cohérent puisque j'utilise des outils qui sont assez finalement orthogonaux et qui sont de par leur nature complémentaires. Donc les vagues d'Elliott sont là pour me donner des scénarios. Alors attention, parce qu'un scénario reste un scénario. Quand je vous parle de projection, c'est au regard de scénarios elliotistes. Mais il est important de pouvoir cadrer ça avec à la fois des niveaux d'expansion que j'utilise, qui sont des expansions Fibonacci, qui vont me permettre de m'assurer que nous sommes bien sur tel type de vague, mais également aussi, j'ai envie de dire, tous les éléments chartistes qui sont connus, hein, puisque ils sont aujourd'hui très utilisés, donc ça peut être la panoplie des doubles, triples tops, des épaules tête-épaule, de tout ce qui concerne la canalisation des cours. Et justement, en parlant de canalisation, moi j'utilise les fourchettes d'Andrews de deux façons différentes, soit en les utilisant de façon extrêmement objective, c'est-à-dire en les positionnant comme on peut voir sur le graphe. Si par exemple je voulais positionner une fourchette d'Andrews sur cette structure en double bottom, je l'aurais positionné sur ce nœud qui est ici, ce nœud qui est ici et ce nœud qui est ici. Et parfois, il m'arrive de détourner finalement la fonction originelle d'une fourchette d'Andrews
pour l'ajuster sur finalement ce que le marché nous propose. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que tout outil technique a ses limites et qu'il faut à un moment donné avoir conscience que le marché peut suivre en fait un angle différent de ce que les fourchettes d'origine proposent et donc ajuster leur angle. Finalement, ça revient à essayer de canaliser les cours d'un point de vue chartiste, puisqu'on va ce faisant finalement faire des reports d'obliques, et ces reports d'obliques sont extrêmement bien suivis par le marché. Donc nous avons d'un point de vue outils des fourchettes ou canaux de régression qui ont une réelle pertinence sur les marchés, donc premier outil. Ça va me permettre de déterminer des axes temps-prix, donc essayer de regarder comment les cours peuvent évoluer dans le temps, essayer de se donner des objectifs de retracement qui peuvent être en fait un retour sur un bas de canal, et à ce moment-là regarder comment on peut se repositionner à l'achat dans le sens de la tendance, si la tendance était haussière. Bonjour Résus, merci pour ton commentaire, bonjour Ilienne. Donc la canalisation est quelque chose d'extrêmement important. Les niveaux Fibonacci vont me permettre de mieux comprendre et de mieux isoler, ou j'ai envie de dire de confirmer des niveaux de support ou de résistance chartiste, puisque quand vous avez une résistance ou un support qui coïncide avec des niveaux logiques Fibonacci, eh bien vous avez à ce moment-là ce que j'appelle un cluster, c'est-à-dire un niveau dur qui devrait faire réagir les marchés, soit en termes de rebond, donc de support si la tendance était haussière, ou alors sous la forme de résistance. Donc ces niveaux Fibonacci, complétés avec les canaux, permettent de déterminer ce que j'appelle des clusters temps-prix, c'est-à-dire des zones de retournement. Et si cette zone de retournement permet de remettre les cours dans le sens de la tendance de fond, vous avez à ce moment-là une opportunité de trading. Alors pourquoi dans ce cas-là, j'ai envie de dire pourquoi utiliser Elliott? Bien parce qu'en fait les fourchettes d'Andrews ainsi que les niveaux Fibonacci doivent être positionnés sur des nœuds elliotistes. Donc c'est important pour moi d'utiliser cet axe analytique. Ça me permet de finalement de rendre tout ce schéma analytique plus robuste et de répondre finalement au quoi, c'est-à-dire quel est le directionnel, comment on se situe dans ce directionnel, quel est le potentiel, comment ce directionnel est canalisé, là on retrouve le mix fourchette d'Andrews, canal de régression, et quels objectifs de prix on peut se donner, et là on retrouve les niveaux Fibonacci. Donc avec ces trois outils, je réponds aux questions clés qui sont qu'est-ce que je cherche à faire, le quoi, est-ce que je cherche à acheter ou à vendre, ça c'est Elliott, à partir de quand je vais être intéressé pour me positionner, en général des retours de bas de canaux, et à quel niveau de prix, mes niveaux Fibonacci. Donc ça me permet d'avoir quelque chose de très robuste et surtout d'enlever toute subjectivité ou alors j'ai envie de dire de pouvoir en mesurer le niveau de subjectivité et surtout ça me permet d'enlever tout le côté émotionnel qui, vous le savez bien, est votre pire ennemi sur les marchés financiers. Voilà. Donc passé cette petite introduction, donc en rappel, vous avez vraiment la totalité de ma façon de voir, de mes schémas de pensée expliqués au travers de mes articles et de mes webinaires. Je travaille sur un package de vidéos pour pouvoir proposer une offre de formation pour ceux qui sont intéressés à suivre et à appréhender finalement, à maîtriser cette approche d'analyse et de trading. Donc nous allons attaquer par l'US dollar. Comme vous le savez, la Fed vient donc de relever ses taux d'intérêt. C'est l'élément marquant de cette fin d'année 2015. Elle a également publié un calendrier de relevé des taux d'intérêt avec pour conséquence finalement de réduire les liquidités qu'il peut y avoir sur le dollar. Donc ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que le dollar devrait continuer de s'apprécier sur 2016, puisque le fondamental va pousser en ce sens. Quand on regarde l'euro-USD, l'euro-USD est baissier, il y a encore du potentiel à la baisse, avec la BCE qui est toujours dans un quantitative easing, on a un rapport de force entre d'une part la Fed qui finalement par une hausse des taux d'intérêt va mécaniquement faire apprécier le dollar et un euro qui va rester faible. Donc on peut déjà se dire que l'euro USD a encore du potentiel à la baisse sur 2016. Il y a également la RBNZ, donc la banque néo-zélandaise,
selon donc le consensus, on va dire, des analystes, pourrait lancer donc une politique accommodante sous la forme d'un easing. On peut imaginer également que le dollar néo-zélandais s'affaiblisse face au dollar. Les matières premières sont sous pression. Vous savez que tout ce qui concerne l'or ou l'US Oil, ce sont des matières premières indexées sur le dollar, qui vont donc subir la pression du dollar et donc devraient par là même euh, continuer, au moins sur l'horizon 2016, à poursuivre donc un mouvement baissier. Tout ça me fait dire que le dollar va être et de toute façon l'élément marquant pour l'année 2016 et que la plupart des devises devraient s'affaiblir face au dollar. Donc la question, ça va être justement de se donner des objectifs pour 2016 au regard de ce fondamental. Euh, Sachez que, quand je vous parle du fondamental, hein, c'est ce que pensent les banques. Hein. Donc, les banques aujourd'hui ont des stratégies acheteuses sur le dollar sur 2016. Donc quand on connaît leur capacité d'investissement sur les marchés financiers, on ne va pas se mettre face à ça et on va essayer au contraire d'accompagner ce mouvement en essayant de se projeter sur des objectifs de prix. Donc l'idée et l'enjeu de ce webinaire, c'est d'essayer de comprendre quels pourraient être ces objectifs de prix pour 2016 et sous quelle forme on peut espérer voir les cours s'apprécier dans le temps. Alors, je vais attaquer donc par l'US dollar que vous avez donc devant vous. Euh, donc l'US dollar, comme on le voit, hein, il a franchi en fait une résistance clé qui était les 11 800 dans une structure que nous appelons d'un point de vue Elliott une structure en flat, une structure en plat. D'un point de vue chartiste, ça correspond donc évidemment à une structure en double bottom. Alors dans ce genre de structure, on peut voir ici du 3 temps, donc du 3 temps. Les structures en flat en général se développent en 3 et 5 temps. D'accord. Donc en fait, ce que je veux vous expliquer par là, c'est que il y a encore un gros potentiel en fait à la hausse sur le dollar. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est la dernière vague, en fait cette vague d'impulsion qui est magnifique, qui a permis, vous voyez, sur cette oblique ici de marché, qui a permis finalement à la devise de prendre appui. Vous voyez un petit peu les mèches, comme aujourd'hui elles ont finalement montré que le marché utilisait cette oblique comme appui, donc il y a une polarisation quelque part sur cette oblique. Et nous constatons donc une poussée sur l'indice US dollar, qui est un panier de devises, qui contient l'euro, l'AUD, contient le yen et l'USD CAD, et nous avons réalisé un plus haut. Donc nous sommes arrivés sur un niveau clé, les 11 200, les 12 000 200 sont un niveau clé, mais cette oblique de soutien est là pour rappeler que tant que nous sommes au-dessus de cette oblique, évidemment, les marchés sont haussiers. Et au regard du fondamental que je vous ai expliqué, je pense que le marché peut raisonnablement atteindre les 12 500 à un horizon 2016. Alors pourquoi ce niveau des 12 500 ? Simplement parce que quand on a une structure en flat comme celle-ci, il y a, en grosso modo, il y a deux zones d'objectifs principales. La première zone d'objectif, c'est une zone d'objectif d'égalité en amplitude entre la première vague et la seconde vague. Donc si je devais prendre l'amplitude de la première vague, donc que j'ai nomenclaturée en vague W, si je devais la reporter sur le bas de la deuxième vague, vous voyez que c'est ici que nous avons eu un premier résultat. Donc on a eu une résistance, on voit que cette résistance a lâché, que nous avons fait un plus haut, nous avons eu un retracement, cette oblique a supporté le marché et nous sommes de nouveau repartis dans un mouvement ascendant. Donc le deuxième niveau clé, ce sont les 1, 2, 7, 2. Donc les fameux 12 500. Ce niveau des 12 500 correspond également à une expansion en fait clé sur la vague 1-2. Vous voyez, en termes elliotistes, si nous sommes ici sur une vague d'impulsion, ce qui est tout à fait clair quand on regarde le mouvement, on peut décompter 5 temps actuellement, 1, 2, 3, 4. On voit la canalisation qui est ici, que j'ai utilisée sur des points
significatif du marché. Cette canalisation a bloqué sur le niveau haut. Vous voyez, elle a longé la partie basse, on a bloqué sur le niveau haut, et puis nous sommes en train de reprendre impulsion sur le bas de ce canal. Donc je pense que ce mouvement devrait continuer sur l'année 2016, même si il faut toujours être un peu prudent, parce que cette vague qui est ici, la vague 4, nous avons fait 1, 2, 3, 4, peut également donner une structure en flat avec une poussée derrière, montrant à ce moment-là une divergence sur les cours. Vous voyez, actuellement, nous avons eu ce mouvement-ci, une accélération donc au niveau du momentum. Si vous utilisez donc des oscillateurs ou d'autres indicateurs de ce genre, de tendance, vous voyez que vous avez une accélération sur les cours, et nous sommes en train d'attaquer la vague 5. Et la vague 5, en général, montre des divergences sur l'oscillateur. Ça veut dire que cette accélération que nous avons connue ici ne devrait pas avoir la même vitesse sur les prochains mois à venir en fait. On devrait avoir une divergence apparaître sur les cours. Donc il n'est pas impossible, d'un point de vue héliotiste, que cette résistance des 12 250 bloque les cours pour retrouver finalement un support qui permettrait au cours de repartir pour aller chercher le prochain niveau. D'accord ? Mais d'une manière générale, ça ne change rien à notre projection de prix sur l'année 2016. Je pense réellement que les 12 500 devraient être recherchés. Et je pense que la probabilité qu'ils soient recherchés sans cette phase de retracement est plus importante, évidemment, que l'on ait cette phase-là. Alors, est-ce qu'une phase 5, commentaire de la part de visiteurs, c'est une question intéressante évidemment, est-ce qu'une vague 5 est nécessairement une diagonale terminale? Une diagonale terminale, c'est ce que l'on peut appeler d'un point de vue chartiste un biseau ascendant, c'est-à-dire une structure dans laquelle les cours continuent de monter. Vous voyez, si je devais par exemple tracer une diagonale terminale, ça serait quelque chose de ce genre. Vous voyez, donc une structure chartiste qui nous dit que les cours continuent de monter, mais avec une vélocité, avec un momentum nettement moins important. Donc ce genre de structure chartiste nous donne clairement des divergences sur les oscillateurs. C'est un signe que le marché est en fin de tendance, d'accord, sur cette poussée qui est ici, et qu'un retracement serait sain pour ensuite certainement repartir à l'assaut de nouveau plus haut. Mais c'est vrai que les vagues 5 peuvent amener des structures de ce genre qui, donc de par les divergences sur les oscillateurs, nous confirment que la tendance est en fin de mouvement. Ça n'empêche pas les cours de continuer à faire des plus hauts, mais avec finalement une amplitude ou une vélocité beaucoup moins importante. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est une fin de tendance, une fin de mouvement, et qu'il faut commencer à être prudent sur les positions acheteuses, et qu'il faut maintenant privilégier les positions un peu plus court terme que des positionnements en fait moyen terme, puisque se positionner à l'achat sur des fins de tendance, ça reste quelque chose de évidemment dangereux. Alors ce n'est pas toujours le cas, donc pour répondre à visiteurs, puisque vous avez parfois des vagues 3 qui ne sont pas des vagues en extension. En fait, selon la théorie Elliott, bonjour Farfil, selon la théorie elliotiste, quand vous avez une vague 3 qui est en extension, c'est-à-dire une vague 3 qui montre une amplitude extrêmement forte, beaucoup plus importante que la vague 1, eh bien, en général, on va se donner un objectif de prix pour la vague 5 qui correspond à l'amplitude de la vague 1. Vous voyez ici, si je devais prendre l'amplitude de la vague 1, donc ça c'est quelque chose qui se retrouve vraiment régulièrement sur les marchés, et si je devais reporter le bas de la vague 1 sur le bas de la vague 4, nous arrivons pile sur les 12 500. On voit que cette vague 1 a donné une vague 3 puissante. Donc nous avons une vague 3 en extension. Donc ici, je ne pense pas que nous aurons une vague 5 extrêmement importante. D'accord ? Ou du moins, je préfère être prudent et me donner un objectif de prix qui correspond à l'amplitude de la vague 1. Et
Et par contre, si la vague 3 ne montre pas une amplitude extrêmement importante, c'est-à-dire qu'elle est par exemple de la même finalement hauteur que la vague 1, il y a à ce moment-là de fortes chances que ce soit la vague 5 qui soit en extension. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de diagonale terminale pour rebondir sur la question de visiteur. Au contraire, on va avoir une belle vague 5 bien impulsionnelle et à ce moment-là, il n'y aura pas de divergence. Il y aura certainement une divergence sur la sous-vague 5. Vous savez que la théorie héliotiste est une théorie fractale, donc elle est vraie en mensuel, elle est vraie en hebdo, en journalier, quelles que soient les unités de temps. Une vague comme celle-ci, la vague 3, peut se décomposer en 5 temps. Si je devais ici descendre en weekly, nous aurions une vague 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord. Donc la vague 5 est également une vague qui va se développer en 5 temps. Cette vague en 5 temps peut donc donner lieu à des divergences sur les oscillateurs quand on sera arrivé au bout de cette vague 5. D'accord. Mais ce sera donc dans une unité de temps inférieure. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer au travers de ce premier écran, puisqu'après on va basculer sur les autres actifs. Alors, et je vais répondre à la question de visiteurs. Oui, en général, il y a plusieurs façons pour calculer une projection de vague 5 d'un point de vue héliotiste. D'un point de vue héliotiste, la première façon de calculer une vague 5, c'est de prendre en fait l'amplitude de la vague 4 et de faire une projection sur le niveau 1,618. Donc si je prenais donc cette amplitude qui est ici, je vais juste lui demander le niveau 1,618. Et le niveau 1,618 coïncide avec le niveau des 12005. Donc ici on a ce que j'appelle un point extrêmement dur que dans ma terminologie, dans ma nomenclature, j'appelle un cluster. Donc ce cluster qui montre en fait une convergence de plusieurs éléments, c'est à la fois, comme on l'a vu, l'amplitude de la vague 1, c'est également les 200% de cette vague 6, c'est-à-dire le niveau suivant des 1,618. C'est également la projection de prix basée sur la vague 4 et c'est surtout ce niveau clé, donc 1, 2, 7, 2, de notre structure en flat. Donc ici, nous aurons forcément, avec une forte probabilité, un retracement sur l'US dollar. Alors ça ne veut pas dire que nous aurons un grand retracement. On peut très bien ici constituer un retracement et aller rechercher le support pour finalement aller chercher des plus hauts, mais nous aurons forcément ici une résistance puissante et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas donner un objectif de prix supérieur aux 12 500 à un horizon 2016. On a ici vraiment un point qui est trop dur, donc quand le marché ira chercher ce point là, je pense que derrière nous aurons une consolidation ou un retracement qui pourrait être plus important. Si ce retracement devait opérer sur ce niveau, il pourrait très bien rechercher le niveau de support qui est ici pour après repartir et rechercher des plus hauts. Donc l'US dollar, on garde cet objectif de prix, les 12005 sur l'index US dollar FXCM, qui n'est pas l'indice US dollar Dow Jones. Ok, c'est pas le même indice, mais sur l'indice FXCM, c'est le niveau des 12 500 que je me donne donc comme objectif sur l'année à venir. Alors regardons sous cet angle-là, quelles pourraient-en être les projections sur les majeurs. Puis après, on basculera sur les indices évidemment que vous attendez tous et les matières premières. Alors, en ce qui concerne l'euro USD, avec la politique, on va dire, accommodante de la BCE, je ne pense pas qu'il est raisonnable de chercher à se positionner, en plus avec ce que vient de lancer donc, la Fed, d'essayer de se positionner à l'achat sur, du moins en swing, hein, sur, alors possible égale projection de la 1 au pied de la 4 pour la 5, oui. France, c'est ce que j'ai montré sur le précédent écran. Il y a une autre façon de calculer des objectifs de vague 5, je vous en parlerai après. Pour revenir sur l'euro USD, donc nous avons ici ce que j'appelle une combinaison, en fait une combinaison double. Hein. Nous avons ici des vagues systématiquement en 3 temps. Donc nous avons ici, à l'issue de cette tendance haussière que nous pouvions voir en 5 temps,
nous avons maintenant des vagues chevauchantes, donc une combinaison double. Donc nous sommes en train de retracer finalement toute cette tendance haussière qui avait débuté donc en 2000 sur les cours. Euh, donc nous avons ici une première vague en 3 temps, donc une vague W, une vague X et de nouveau une vague en 3 temps. Et cette vague-ci est également une vague en 3 temps. Il y a deux façons, en fait, il y a deux façons de réaliser des décomptes d'un point de vue idiotiste. Il y a une approche un peu plus moderne qui part du principe que les vagues ne se font pas finalement en 5 temps, mais plutôt en 3 temps. Pour bien avoir étudié ça, je pense que les deux théories se recoupent. C'est-à-dire que sur cette vague-ci, d'un point de vue Elliott, quand on a du ABC, on s'attend à une vague en 5 temps, d'accord? Mais si on devait descendre en fait dans les unités de temps, ici je peux vraiment compter du 5 temps. Donc on aurait eu du 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Donc également, on peut se faire un objectif de prix en prenant donc cette dernière vague qui est ici. Alors ce n'est pas une expansion que je vais utiliser, pardon, c'est une extension. Donc je reviens. Je vais donc prendre le pied de la vague 4 le pied de la vague 3 jusqu'au sommet de la vague 4 et je vais lui mettre donc une extension de prix 1,618. Et on voit que cette extension nous ramène vers le seuil des 0,96 donc parité, niveau entre 0,96 et 1,1 sur l'euro USD. C'est pour ça que je vous ai positionné ici un rectangle vert. Je pense que nous serons arrivés sur ce niveau de prix, à la fois sur une convergence d'une oblique baissière qui va agir en tant que support et sur des niveaux d'objectifs Fibonacci de ces différentes vagues. Vous voyez, quand on prend la vague WX, comme j'ai pu vous le montrer sur l'US dollar, une projection de prix sur ce genre de vague nous amène deux niveaux, soit le niveau des 100% dont on voit qu'il a agi en tant que support. C'est-à-dire que le marché a pris des bénéfices quand les cours sont arrivés sur ce niveau d'expansion. Il faut maintenant regarder les cours. On aurait donc pu avoir un retracement beaucoup plus important sur ce niveau, d'autant plus que nous étions sur le bas de canal, et on aurait pu retracer beaucoup plus haut. Je vous avoue que moi, j'avais situé cette zone des 1,18, 1,22 comme une zone potentielle de retournement, puisque résistance, haut de canal Andrews, avec à ce moment-là une stratégie vendeuse si le marché avait voulu rejoindre cette zone. Vous voyez, il faut, il faut différencier l'analyse du trading. D'un point de vue scénario analytique, on peut très bien ici se dire que le marché pouvait rebondir, mais on ne sait pas jusqu'où il peut rebondir. On sait que c'est une phase de retracement, il faut retracer toute cette vague-ci. Est-ce que cette vague va s'arrêter sur ce niveau ou est-ce qu'elle va rejoindre ce niveau? C'est difficile de le dire. Franchement, seul le marché nous le montrera. Par contre, ce que l'on peut faire, et c'est là où notre casquette de trader prend finalement le pas, c'est que nous allons regarder les différents niveaux de retracement. Vous voyez ici finalement l'euro aura retracé que 38,2, 0,38, enfin 38% de tout ce mouvement baissier. Donc nous avions sur cette zone effectivement une possibilité de retournement des cours. Sur cette zone-ci, donc si l'euro avait retracé 50%, nous aurions eu une excellente zone pour se repositionner baissier. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a une différence entre analyser et trader. Dans l'analyse, on va se donner des scénarios et on va se donner des objectifs de prix par rapport à ce que l'on peut constater. Mais il y a des situations où on ne sait pas dire si le marché va finalement retracer que 38,2 ou retracer 50%. Par contre, et c'est là où vous avez votre casquette de trader, ce que vous pouvez dire, c'est que si le marché retrace 50%, oui, je suis super intéressé pour shorter, puisqu'à ce moment-là, j'ai beaucoup d'éléments techniques qui viennent conforter cette zone comme une très forte zone de résistance, et à ce moment-là, oui, je vais me positionner short pour chercher l'objectif final. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer, c'est finalement l'incertitude qu'il peut y avoir sur les marchés. Il faut ne pas s'enfermer dans un biais et se dire et se donner des scénarios
qui vous permettrait, si le marché les suit, de vous repositionner dans le sens de la tendance. Si vous procédez de la sorte, vous allez avoir ce que l'on appelle en fait des trades à haute probabilité de gain. Ici, il était difficile, il n'était pas évident, on regarde cette vue mensuelle, dans la vue journalière et hebdomadaire, bon, on avait quand même des choses ici sur ce niveau donc des 1,18, pour se dire que là, on aurait pu éventuellement chercher des shorts. Mais sur cette vue mensuelle, on était ici un peu au milieu de nulle part. Et donc, c'était pas ce que j'appelle en fait une zone d'intervention à haute probabilité. Par contre, là, oui, puisque nous avions une confluence de plusieurs éléments qui venaient en résistance. D'accord. Donc c'est ma façon de voir et tout l'enjeu pour moi est là, c'est au travers de mes scénarios, au travers de mes fourchettes d'Andrews et des niveaux Fibonacci, déterminer donc des zones de retournement qui, si elles sont atteintes par le marché, me donnent des opportunités de trade. Donc l'euro, au regard de cette analyse, je pense que là, nous sommes arrivés sur une zone de résistance, la zone des 1,010, des 1,09, 1,10, et que je pense que le marché devrait continuer son mouvement baissier pour aller rechercher donc en 2016 cette zone donc de support et de cette zone de cluster aux alentours de la parité. D'accord. Donc 1 euro USD qui confirmerait la vision de l'US dollar au regard de cette configuration graphique. D'accord. Alors on peut basculer sur la livre qui est un peu plus compliquée, beaucoup plus compliquée à expliquer. Je vais prendre un peu de recul sur la livre. Le premier élément, donc vous voyez, il y a beaucoup d'obliques, c'est normal parce que nous avons ici une forte zone de consolidation et donc cette zone de consolidation ne peut pas donner des éléments chartistes simples puisqu'il y a beaucoup de possibilités en fait qui naissent de ce genre de situation. Moi, l'élément marquant, si vous voulez, c'est quand même cette énorme impulsion baissière que l'on peut décompter en 5 temps qui est donc apparue sur les marchés en 2008. D'accord. Donc ce mouvement d'impulsion baissier a donné lieu derrière à une consolidation. Et donc cette consolidation finalement a échoué à rejoindre donc les 50% de retracement. Et si on essaye de regarder sur les cours, vous voyez, on a ici en fait une oblique, voyez, qui a soutenu les cours. C'est ce que j'appelle une droite de régression. Donc si j'essaye d'appliquer une fourchette d'Andrews en suivant l'axe, l'angle des prix que m'a porté le marché, on voit que les cours ont échoué à rejoindre la ligne médiane. Et ça, c'est pas un bon signal. Ça veut dire que le marché reste pressurisé à la baisse. Et donc, l'idée de mes analyses a essayé de comprendre quel pouvait être finalement le canal de moyen terme qui pourrait modéliser la baisse que l'on constate donc depuis maintenant depuis juillet 2014 sur la livre. Et donc je suis parti de cette oblique qui est ici et pour lequel j'ai tracé une fourchette d'Andrews. Donc on voit, ce sont des angles qui sont extrêmement bien respectés par le marché. Vous voyez ici les pics, on a des réactions claires sur ce genre d'oblique. Et donc pour moi, à partir du moment où nous avons finalement ici trouvé un rebond sur la ligne médiane, je pense que le marché va vouloir rejoindre le bas de ce canal. Donc on retrouve à peu près la même type de projection que sur l'euro USD, c'est-à-dire qu'une belle impulsion baissière, une phase de retracement et de nouveau, je pense, une impulsion baissière à venir donc sur la livre face au dollar. Donc on peut ici également se donner des objectifs de prix. Alors on peut prendre le haut de cette vague-ci et regarder quel est le niveau 0,618. Et le niveau 0,618 nous donnerait un retour sur les 1,43. Moi, je préfère me donner un objectif un peu plus optimiste et viser les 1,40 sur cet actif, c'est-à-dire un retour sur cette oblique qui devrait attirer les prix. On peut se donner une autre façon de calculer, donc en supposant qu'ici nous avions donc du 3 temps et que ça c'était une vague 4, nous prendrions alors une extension Fibonacci
en partant, comme je vous l'ai montré, sur l'euro et l'US dollar, sur une extension 1,618. Et l'extension 1,618 nous donne un niveau encore plus bas, c'est-à-dire les 1,37. Alors, c'est la raison pour laquelle je reste foncièrement baissier, moi, sur la livre face au dollar. On a cette fourchette d'Andrews, enfin ce canal de régression qui aujourd'hui apporte un soutien sur les cours, mais on n'a pas de réaction haussière. Au contraire, on est en train de nouveau de travailler la partie basse, donc il peut y avoir une marge d'erreur puisqu'on parle d'un canal de régression, mais le momentum reste clairement baissier sur cet actif. Donc on voit que selon les différents niveaux, différentes façons de calculer, on oscille entre 1,37 et 1,42, donc je me donne en fait un objectif de prix de retour vers les 1,40, c'est-à-dire un niveau de prix un chiffre rond, donc niveau de prix psychologique, et je pense que ça peut être un bon objectif de prix pour 2016. Alors on va regarder, est-ce que vous avez, n'hésitez pas à me poser des questions. Commentaire de la part de visiteurs, il y avait une donnée exogène avec la BCE qui a fixé le plafond de l'euro à 1,15. Je ne suis pas sûr. En fait, ce plafond, il est le mix de plusieurs choses. Pour moi, quand la BCE, là pour le coup c'est un plafond ou un plancher, je ne sais pas dire, se donne ce genre d'objectif, c'est qu'il considère que ce niveau de prix pour l'euro est finalement le meilleur équilibre entre finalement les besoins en termes d'importation et d'exportation. Si vous avez un euro qui est très cher, c'est très bien pour importer, ça veut dire que vous allez importer à un prix qui va vous être finalement meilleur, puisque votre devise est plus forte par rapport à celle dont vous pouvez acheter la matière première. Par contre, cela va pénaliser fortement vos exportations, puisque du coup, vous avez des prix à l'exportation qui seront plus chers. Donc il faut trouver un équilibre de prix entre ce que nous coûtent nos importations et, et finalement l'attractivité de nos prix offerts en termes d'exportation. Donc ce niveau de prix que tu cites, visiteur, des 1,15, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été communiqué, mais est-ce qu'il a été communiqué à un moment où les matières premières n'étaient pas aussi faibles que ce que l'on peut constater aujourd'hui? Avec des matières premières qui sont faibles, puisque vous le savez, il y a une forte pression sur toutes les matières premières, que ce soit le fer, le cuivre, l'or, le pétrole. Toutes ces matières premières ont bien baissé, et donc le fait d'avoir un euro faible, c'est pas très grave, puisque comme elles ont baissé de concert, au final, notre facture énergétique, ou en métaux ou en minéraux, finalement est acceptable. Par contre, c'est du pain béni pour nos exportations. Donc, je ne suis pas du tout certain que la BCE verrait d'un mauvais œil un retour de l'euro vis-à-vis du dollar à la parité. Pas du tout certain, au contraire. Au regard donc des hypothèses de prix telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc un GBP, voilà, donc la question est clôturée. Donc un GBP et un euro baissier selon moi. Si nous regardons maintenant l'USD-CAD, l'USD-CAD qui montre une configuration un peu similaire en fait à l'US dollar, on retrouve ici une structure en flat avec une vague qui se déroule en 5 temps. Donc moi, je pensais à un moment donné que les 1,3280 allaient offrir un niveau de résistance important puisque ça correspondait à un cluster, et j'espérais un retour des prix sur les 1,2750 pour redonner en fait un niveau intéressant, attractif de cours pour me repositionner dans le sens de la tendance. Et bien avec les derniers événements, on voit qu'au contraire, on a donc la stratégie à ce niveau de résistance était double. Soit, c'est ce que j'ai expliqué sur mes webinaires, soit on attend un niveau de retracement, un niveau de prix qui nous intéresse, qui viendrait montrer une confluence à la fois chartiste, mais également de niveau de prix. Donc ici on voit bien qu'on avait une résistance qui aurait pu se polariser en support. On avait un retour sur cette oblique, cet ancien canal de régression qui est aujourd'hui complètement fracturé par le haut, et des niveaux Fibonacci clairs. Donc il était évident pour moi que si le marché retracé, voyez, en 3 temps
en venant rechercher ce niveau de support, donc des 1,27, 1,28, j'aurais eu une stratégie acheteuse sur l'USD-CAD. L'autre façon de voir était d'attendre que le marché réalise un vrai breakout sur cette résistance et à ce moment-là, d'espérer un pullback pour se repositionner dans cette unité de temps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas plein de choses à faire au sein du mouvement actuel, dans des unités qui peuvent être des unités journalières ou intraday, c'est pas ce que je vous dis, mais dans une unité en fait de positionnement au moyen terme, euh, l'idée serait d'espérer un retracement pour pouvoir se repositionner et à ce moment-là aller chercher le niveau de prix des 1,45, 1,46 que je me donne comme objectif de prix pour 2016. Donc je ne pense pas qu'on va y aller en ligne droite, je pense qu'il va y avoir des phases de retracement. Vous savez que le marché ne va pas, on a rarement des bougies aussi verticales, ce sont des effets qui sont quand même relativement rares. On a souvent donc des mécaniques de vagues qui nous permettent d'ailleurs d'en savoir un peu plus sur où on en est nous au niveau de la tendance. Vous voyez ici nous avons certainement une vague 1-2, nous sommes en train de déployer la vague 3. À l'issue de la vague 3, nous aurons une phase de retracement qui ira certainement en vague 5 aller chercher le niveau de prix des 1,45, 1,46. Donc j'ai envie d'avoir donc cet objectif de prix là parce que il correspond justement, il correspond bien à ce niveau clé qui est ici, à cette structure en flat qui est donc le niveau des 1,272. Donc c'est pour moi le niveau de prix que j'aurais envie de me donner. Donc si nous sommes en vague 5, on peut également prendre l'extension qui est ici, la reporter sur le bas de la vague 4 et regarder ce que cette expansion nous donne. On a deux niveaux. Le premier niveau, ce sont les 0,618 qui forment d'un point de vue héliotiste un premier niveau d'objectif de prix pour cette vague 5. Le deuxième niveau, c'est un retour des prix sur les 1,50. Alors moi je ne sais pas vous dire si le marché va aller rechercher ce niveau-là, parce que nous avons quand même ici cette structure en flat qui risque quand même de bloquer fortement sur le 1,272. C'est quand même la vague la plus importante. D'accord ? C'est la raison pour laquelle je ne veux pas me donner des objectifs trop hauts pour 2016. Je préfère me dire, au regard de ce que je comprends sur l'US dollar et la faiblesse du dollar canadien, me donner un objectif de prix beaucoup plus réaliste sur 2016, donc les 1,45, 1,46, pourquoi pas sur le dernier semestre 2016. Voilà, donc encore du potentiel à la hausse sur l'USD-CAD. Sur l'AUD-USD, il me reste 20 minutes. L'AUD-USD, ça je l'ai longuement expliqué. Sur l'AUD-USD, donc le dollar australien face au dollar américain, je pense également que le marché a encore du potentiel à la baisse. Je suis plus circonspect parce que d'un point de vue graphique, nous avons quand même des éléments ici assez impactants. On voit que ce point, donc les 0,70, 0,71, sont en fait forment une convergence de plusieurs éléments. Nous avons cette oblique qui est claire, que j'appelle en fait une trigger line. Vous voyez ici nous avons une fourchette d'Andrews positionnée donc sur ce bas de marché, ce top qui est ici et ce top qui est ici. Cette fourchette d'Andrews a cassé violemment par le bas et la trigger line a été recherchée par le marché. Donc ce que nous dit en fait Andrews par rapport à ça, c'est que si la trigger line casse, eh bien nous avons de nouveau un signal de vente. Donc sur la UD/USD, j'ai envie de dire, tant que nous sommes au-dessus des 0,69, c'est pas évident. D'accord, puisque nous sommes ici sur un conglomérat, c'est à la fois des niveaux Fibonacci importants, c'est cette oblique de marché qui est là, et c'est également une warning line. Une warning line, c'est c'est un report en fait de ce canal en termes de distance. Vous voyez, si je devais prendre l'amplitude de ce canal-ci et le reporter sur le bas, vous voyez, nous avons une équidistance. En respectant l'angle proposé par cette fourchette d'Andrews, eh bien, on voit que les marchés sont en train de la longer. D'accord ? Le fait que le marché est en train de le longer et ne développe pas d'impulsion haussière n'est pas rassurant sur la puissance de ce support. Personnellement, j'étais plutôt dans une approche de recherche d'achat dans des unités de temps beaucoup plus petites,
pour profiter justement de ce socle offert par ces différents éléments techniques. Vous voyez, si je devais également mettre une fourchette d'Andrews sur ce point-ci et ce point-ci, en l'ajustant sur les plus hauts, on voit l'angle de marché qui se répète en fait ici, et bien on peut voir que le marché est également positionné sur la ligne médiane donc de ce que j'appelle maintenant un canal de régression. Il est donc logique que l'AUD soit en train de travailler cette zone. Et il est difficile pour moi de vous dire ce qu'il va en ressortir. Est-ce que l'AUD va retracer finalement plus haut pour finalement retester cette oblique? J'ai envie de vous dire, tant que nous sommes sur ce range, voyez, constitué sur sa partie basse par les 0,70 et sur la partie haute par les 0,74, c'est pas forcément évident de se prononcer. Au-dessus des 0,74, clairement, je pense que le marché pourrait aller rechercher le niveau de résistance des 0,79, pourquoi pas même le niveau des 0,80. Mais en dessous des 0,69, vous voyez les 0,68,90, bon, au-dessous, il n'y a plus rien en fait pour retenir finalement les cours à la baisse. Et à ce moment-là, on peut même avoir des objectifs de prix assez ambitieux, comme pourquoi pas un retour vers les 0,65, 0,64. D'accord? On est dans une phase un peu compliquée. D'un point de vue elliotiste, nous sommes en termes de projection de vague AB sur un niveau clé. C'est-à-dire que nous avons ici une vague A qui est à peu près égale à la vague C en amplitude. Mais cette vague C peut également rechercher le niveau des 1,618. D'accord? Et donc à ce moment-là, nous aurions notre vague WX et Y sur ce niveau de prix qui est ici. Je préfère dire pour le moment que tant que nous sommes baissiers et jusqu'à preuve du contraire, malgré le fait que nous soyons sur un socle, il faut respecter la tendance baissière. Et donc être très prudent sur les positions à l'achat. Vous êtes contre tendance. Vous savez qu'on est sur des niveaux de support. On voit ici très bien que les 0,70 c'est un support. On est en train de le travailler ce support. Mais acheter de l'AUD face au dollar, au regard de ce que l'on sait en termes de fondamental, c'est risqué et donc il ne faut pas s'exposer fortement sur les marchés. Par contre, en dessous des 0,69, clairement, des stratégies vendeuses prennent tout leur sens, d'accord, avec un retour des prix vers les 0,65, 0,66. Alors, nous avons donc vu pas mal de majeurs. On va voir l'USD Yen. Sur le NZD USD, bon, c'est à peu près la même logique que sur l'AUD. On voit ici, alors je vous explique pas forcément la structure héliotiste, mais grosso modo, vous voyez, on avait une vague W, une vague X, et donc là, nous sommes en train de faire une vague A et une vague B qui devrait nous amener sur des plus bas. Quand je fais une projection de prix sur cette première vague WX, nous avons une projection de prix sur les 0,60. Donc je pense que le NZD face au dollar peut aller rechercher en 2016 ce niveau de prix des 0,60. Il aura ici un problème par contre, parce que nous aurons des niveaux de support. Vous voyez, ici cette zone-ci a donné des mèches, donc on a en fait un support clairement sur cette zone. Je vais vous le tracer pour qu'il soit plus clair encore. Et vous voyez, cette zone-ci, si je devais prendre les mèches, le plus de mèches en compte, vous voyez que nous avons ici une mèche, une mèche, une mèche, des mèches ici. Donc là, nous aurons en fait un support chartiste, un niveau de prix chartiste. Ce sera également le bas de ce canal de régression. Alors j'aime bien ce canal de régression parce qu'il nous a donné des contacts clairs sur la ligne médiane. Vous voyez les contacts que nous avons ici, ce sont des contacts. Donc on a une droite polarisée avec un canal parfaitement ajusté sur les hauts. Et donc, quand si le marché vient bien suivre cette projection de prix des 0,60, je pense que nous aurons une réaction haussière sur le NZD USD. Mais pour l'heure, puisque nous parlons de 2016, eh bien nous pouvons voir que la résistance des 0,68, 0,69, eh bien pour le moment fait barrage. Donc tout est possible. On peut avoir un retracement plus élevé, mais je pense qu'en termes de probabilité, vu la force de cette résistance qui est ici, je pense que le mouvement baissier pourrait reprendre. C'est vrai qu'en plus au niveau des analystes, quand aussi vous lisez un petit peu les analystes qui travaillent sur le fondamental,
ces fameux analystes ne seraient pas étonnés de voir les RBNZ intervenir dans sa politique monétaire avec pourquoi pas donc une stratégie d'easing qui n'irait vraiment pas dans le sens d'une appréciation du NZD face au dollar. Donc je préfère rester sur des stratégies vendeuses au moins sur l'horizon 2016. L'USD Yen. Alors l'USD Yen, puisque nous parlons donc du yen face au dollar, l'USD Yen devrait s'apprécier également. Donc le schéma est un peu compliqué sur l'USD Yen, mais globalement nous sommes en train de bloquer sous résistance. Nous avons également ici une forme de canal de régression avec une warning line qui est en train de caper, donc de bloquer les cours par le haut. D'accord. Et donc nous avons ici la constitution d'un range qui peut donner lieu à une formation en triangle, comme je l'ai largement expliqué au travers de mes articles. Ce que je peux vous dire, c'est que cette vague-là est clairement en 5 temps. Nous avons 1, 2, 3, 4, et nous faisons ici, dans la vague 5, 1, 2, 3, 4, et donc pour moi, il manque une vague 5 haussière sur l'USD Yen. Et je pense que un objectif de prix, donc même si ça peut être compliqué, on sait que l'USD Yen est capable de latéraliser pendant des mois. D'accord. Pour le moment, on est en train de la latéraliser entre le niveau des 125 et le niveau des 116. Mais clairement, si le niveau des 125 devait être débordé, eh bien on irait rechercher le niveau des 130. Et je pense que malgré le fait qu'on soit sous résistance et sous cette oblique, au regard du fondamental, au regard du décompte idiotiste, je pense qu'à un moment donné, on ira s'affranchir de ces niveaux-là. Vous voyez, on est en train de prendre aussi quelque part le pied sur cette oblique de marché qui est là. Vous voyez, c'est cette oblique qui est ici donne des angles de marché remarquables. On voit des réactions de polarisation systématiquement sur cet angle. Vous voyez, donc c'est un angle qui est suivi par le marché et nous sommes posés dessus. Donc on a une oblique de soutien. On est coincé entre une oblique de soutien, un support chartiste, un niveau de résistance et une oblique baissière. Donc au regard de ces contraintes qui pèsent sur le haut et le bas du range, c'est pas illogique que le marché latéralise. Mais il est sans doute en train de latéraliser pour accumuler de l'énergie et en termes de probabilité, ce genre de choses appelle en fait à une cassure d'un point de vue probabilité, même si tout reste possible, appelle à une cassure vers le haut. D'accord. Donc pour moi, je pense que l'USD-Yen reste haussier et nous pouvons également faire une extension Fibonacci sur la vague 3-4 et aller rechercher le niveau des 1,618. Et ce niveau des 1,618 nous amène grosso modo sur les 130, 131. D'accord. Donc je pense que pour 2016, se donner un objectif de prix sur les 130-131 sur l'USD Yen, c'est plutôt pas mal. On sera encore sous cette résistance là, donc c'est pas non plus, j'ai envie de dire, exceptionnellement engageant de se dire qu'en 2016, nous n'irons pas battre ce niveau de résistance des 134,75. Mais le biais reste haussier. D'accord. Si par contre nous devions casser ce canal ascendant, eh bien, il faudra à ce moment-là regarder dans le détail quels pourraient être donc les niveaux de projection de cette consolidation et éventuellement rechercher des zones d'appui sur d'autres niveaux d'oblique, d'autres niveaux de support qui viendraient en confluence. Mais ce n'est pas mon scénario privilégié. Alors, nous avons parlé des... alors, oui, commentaire de la part d'Alain. Pourquoi utilisez-vous des WXY au lieu des vagues ABC? Eh bien, c'est une bonne question. En général, on va parler de vagues W quand nous avons des vagues en 3 temps et des vagues A quand nous avons des vagues en 5 temps. Dans des structures en flat, nous avons souvent ce sont des combinaisons en WXY puisque le flat doit montrer une structure en 3-3-5, c'est-à-dire une première vague en 3 temps, une deuxième vague en 3 temps et une dernière vague Y en 5 temps. Donc dans ce genre de structure qui se décompose en 3 temps, la nomenclature héliotiste est d'utiliser des vagues WX au lieu et Y au lieu de vagues ABC.
Donc on note ça, une vague A c'est une vague en 5 temps, une vague C c'est une vague en 5 temps. Par exemple dans une configuration en zigzag, c'est-à-dire un retracement qui se fait en 3 temps, nous avons du 5-3-5, donc une vague ABC. Mais parfois dans des structures de retracement plus complexes, qui peuvent être des structures en combinaison double ou des flats, eh bien nous avons une approche 3-3-5 et à ce moment-là une vague WX. Alors, comment je détermine la droite rouge de résistance? Celle qui est ici, c'est en fait une warning line, c'est un rapport de distance, en fait c'est une oblique reportée avec la même distance. Donc j'utilise finalement cette, vous voyez ici nous avons une droite de régression linéaire, d'accord? On voit bien sur cette droite de régression linéaire l'impact que les cours ont eu à son contact. D'accord? On voit que cette droite de régression linéaire, parce qu'au départ, vous voyez, c'est ma façon de procéder. D'accord? C'est une façon qui donne d'excellents résultats sur les marchés. Au départ, on avait un point pivot 1 qui était ici, un point pivot 2 et un point pivot 3. Si j'aurais dû tracer la fourchette d'Andrews, vous voyez, cette fourchette d'Andrews n'a aucun sens. Elle a en fait une amplitude qui est beaucoup trop importante. Sa verticalité nous fait dire que le marché ne peut pas suivre cet angle de temps pris pour modéliser cette vague de retracement qui est ici. Donc l'idée c'est de trouver une droite polarisée qui va nous permettre de mieux cerner finalement la phase de retracement à venir. Et quelle était la première information donnée par le marché? Ça a été ce point haut qui était ici. Vous voyez, on avait une droite qui était plus ou moins polarisée, mais qui donnait en fait une marge d'erreur. Vous voyez, ici on était bien, là on était moins bien. Et puis là, on a eu un top de marché remarquable. Et donc on va ajuster notre fourchette d'origine qui est censée finalement modéliser la baisse issue de ces points pivots. On va l'ajuster sur la réalité du marché et donc prendre cette première information et donc ajuster le prix, ajuster le haut de cette fourchette sur le haut de ce marché. Et vous voyez, c'est exactement sur le bas de ce canal de régression que le marché a pris appui. Voyez, et ça c'est quelque chose, en fait c'est du chartisme, hein, c'est simplement des reports d'obliques, mais c'est une façon très efficace de modéliser des phases de retracement en faisant finalement des reports et en utilisant la technique donc des fourchettes d'Andrews. L'avantage de cette, parce que vous pouvez le faire hein, tout simplement, vous pouvez le faire en traçant des droites, vous prenez le haut, ça c'est du chartisme pur et dur, hein, vous prenez le haut et puis vous faites un report de cette oblique sur le point bas et vous y arrivez, hein, c'est notre façon de faire. Et moi j'aime bien utiliser les fourchettes d'Andrews parce que ça me permet également d'en vérifier les contacts sur la ligne médiane. Et donc, quand plus vous aurez de contacts sur la ligne médiane, plus la probabilité d'un rebond sur la partie basse sera importante, puisque ça veut dire que cet angle de marché est respecté, il est vu par le marché. Et donc, cet angle devrait être respecté également sur sa partie basse et provoquer un retour des cours avec en général un objectif des prix qui serait un retour sur la ligne médiane. D'accord? Donc pour des problématiques d'action-réaction qui sont chères en fait à Bobson et Andrews, et là pour le coup je vous invite à lire les articles que j'ai pu écrire dessus et les vidéos webinaires que j'ai consacrées sur les fourchettes d'Andrews et les canaux de régression. Alors, commentaire de la part de Alain, s'il est possible de déterminer un ou des objectifs de prix, peut-on aussi calculer le temps? C'est pour ça que j'utilise les canaux, c'est pour ça que j'utilise la canalisation. Alors, bon, il y a des règles hein, de temporalité que décrit Andrews, mais qui sont, Elliott, mais qui sont principalement rattachées en fait aux phases de retracement. Il ne donne pas forcément de temporalité sur les vagues d'impulsion 1, 3 et 5. Par contre, il explique effectivement que la vague 2 doit durer un certain temps par rapport à la vague 1. Elle ne peut pas dépasser en temps, en fait, finalement, en temps le temps que les cours ont dû prendre pour arriver au sommet de la vague 1. Pareil pour la vague 4, on a des notions temporelles relatives en fait aux vagues 4 et aux vagues 2 au regard de la théorie elliotiste. Moi personnellement, j'utilise en fait la canalisation des cours
pour me donner justement cette notion de timing, d'accord? Tant que les marchés sont à l'intérieur d'un canal, j'ai mon axe temps-prix et c'est la raison pour laquelle, tant qu'on est dans ces canaux-là, je me donne un objectif sur 2016 pour l'USD Yen de prix vers les 1,30 et 1,32. Il est clair que ça reste un scénario, ça donne un objectif de prix pour 2016 dans le cadre de ce canal. Si le marché devait contredire finalement ça et aller chercher finalement le bas du range, on serait dans des objectifs de, même si l'objectif de prix resterait le même, on serait peut-être pas sur un objectif de prix fin 2016 pour cet actif, puisque on aurait cassé l'axe temps-prix. Mais a priori, au regard de l'information que nous avons, tant qu'on est dans ce canal, il n'y a pas de raison de penser qu'on ne va pas suivre ce mouvement. D'accord. C'est très difficile de déterminer des niveaux de temps pris. Personne n'a de boule de cristal. Moi j'utilise les canaux et tant qu'on est à l'intérieur de ces canaux, eh bien il faut respecter donc le canal et se donner cet objectif là. D'accord. Jusqu'à preuve du contraire. Prochain FOMC dans 3 mois, effectivement Alain. C'est une sacrée extension en phase 5 et pour une phase terminale. Oui, tout à fait. C'est vrai, mais ça reste donc des projections donc Elliotistes en visée 130 en termes d'extension de prix sur la vague 3-4. C'est ce qui se fait communément. De toute façon, ici, on ne peut pas se donner. On a une vague 5 qui a l'air d'être en extension. Donc on a un mouvement qui est encore puissant, on est sous résistance. Bon, respectons la tendance. Je pense que ce niveau de résistance va finir par casser. Tant qu'on est dans ce canal, cette stratégie a du sens. Et puis nous verrons donc fin 2016 si cet objectif de prix a été atteint. Je voudrais parler, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais déborder, c'est pas grave, parler des indices, au moins le DAX et le SP. Donc ça, c'est un graphe que vous avez l'habitude de voir que vous avez déjà vu si vous suivez mes webinaires le mercredi. Donc le DAX montre clairement une vague en 5 temps. Nous avons fait 1, 2, 3. Nous avons une vague de retracement puissante qui a trouvé rebond sur le bas de ce canal Andrews, voyez, clairement. Et l'objectif que je m'étais fixé, c'était un retour sur la ligne médiane. D'accord. Par action-réaction, quand vous avez une formation de ce genre, donc vous avez une droite d'action, vous avez la droite de réaction qui envoie les prix vers la ligne médiane. Donc l'objectif que je m'étais fixé a été atteint. Maintenant, est-ce que nous allons avoir une formation en triangle ici? Est-ce que nous pouvons avoir un retracement plus profond? Je ne sais pas le dire. J'ai envie de dire pour le moment, prime en fait à cette tendance haussière. Quoi qu'il en soit, de toute façon, nous avons fait une vague 1, 2, 3 qui était ici. La vague 4, peu importe la forme qu'elle aura, je ne suis pas du tout certain que nous aurons, c'est un scénario alternatif, quand je mets un retour sur les 9000, c'est alternatif, ce n'est pas mon scénario privilégié. Je pense ici que nous allons avoir une configuration plus ou moins latérale qui pourrait amener donc une cassure. Elle est la recherche donc d'un niveau de prix plus élevé qui pourrait être donc les 13 350. Par contre, et ça c'est important, si le marché vient bien rechercher cet objectif de prix en 2016, donc vers les 13 000, là on aura une zone très dure, puisque nous serons sur le haut de ce canal, nous serons également sur le haut de cette fourchette d'Andrews, voyez, et donc nous devrions avoir ici un retracement relativement important, voire très important des cours. Donc des indices qui pour moi ont encore du potentiel à la hausse sur 2016, jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez le FTSE où est-ce qu'il est, Le FTSE est également sur le bas de ce canal Andrews, et donc il y a quand même une probabilité que cette zone de support multiple fasse son travail avec cassure vers le haut, et à ce moment-là, au moins aller rechercher le niveau des 7000 pour la fin de l'année, voire même le dépasser, le déborder. Je suis plus circonspect sur les indices américains pour la raison suivante, c'est que nous sommes également sur une partie vraiment haute. Quand on voit en fait ce canal Andrews, quand on voit les niveaux de prix que les indices US ont atteints, on est quand même sur une zone dure. Donc je pense que cette zone dure
va faire consolider également le marché. C'est pour ça que je ne serais pas surpris que des formations en triangle apparaissent sur ces indices pour accumuler de l'énergie encore quelques temps et enfin aller rechercher des objectifs de prix supplémentaires qui seraient ici en fait, vous voyez, une projection 1,618 de la vague 1,2. D'accord, donc des objectifs qui pourraient être 2003 sur le SP. Le dos est dans le même type de configuration. Si je regarde le dos, alors est-ce que je l'ai? Je ne l'ai pas. Bon, bah, je ne vous présenterai pas. Je l'ai sur une autre configuration. On peut regarder rapidement l'or. Alors l'or, je vais enlever ça et puis on va conclure ce webinaire. Et après je répondrai aux questions rapidement. L'or, je vais enlever toutes ces flèches qui sont là. Pour pas, puisque c'était des scénarios qui ont été invalidés. J'avais établi donc le support la zone des 1080 comme une zone de support importante, puisqu'elle correspondait donc à des niveaux Fibonacci, un support chartiste. On voit donc à ce moment-là, on devait être à peu près ici au niveau des cours, le marché a pris appui sur ce support, mais est en train de le casser. Et on voit qu'ici, ce support maintenant agit comme résistance. Donc je suis baissier sur l'or jusque le niveau des 1000 dollars l'once, qui correspondrait en fait à un bas de canal et des niveaux Fibonacci qui seraient réellement importants. Donc nous avons sur l'or ce qu'on appelle une diagonale terminale avec donc vague 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je pense que l'or peut encore baisser sur le 2016 avec un objectif de prix vers les 1000 dollars. Et l'once, et là par contre, ça sera un vrai point dur puisque ça sera un vrai seuil psychologique et un énorme niveau de support. Voilà donc ce que je voulais vous montrer, peut-être conclure avec le pétrole. Le pétrole, je cherchais des positions acheteuses sur la base de cette oblique qui était ici. On voit en regardant ce canal qui est ici, mais qui n'est pas très propre puisque nous avons un excès qui est ici. Vous voyez cet excès, si nous devions le reporter également sur les bas, on va retrouver à peu près en amplitude ce qu'on voit là. Donc ce qui est au-dessus se retrouve en dessous pour retrouver en fait un équilibre de prix sur la ligne médiane dont on voit qu'il y a eu des contacts. Donc je cherchais en fait des achats sur cette zone-ci. J'ai fait d'ailleurs un article récemment et j'avais indiqué que tant que nous sommes dans ce canal baissier, on ne peut pas initier de position d'achat. Il faudrait vraiment sortir de ce canal pour commencer en fait à acheter le pétrole. Et le fait que nous ayons une accélération, eh bien, n'est absolument pas rassurante. Et je pense au contraire que le pétrole peut continuer sa baisse avec des projections de prix qui pourraient, je vais le refaire puisque là je suis pas bien, je suis pas sur les points extrêmes, qui pourraient pourquoi pas être les 20 dollars le baril. Vous voyez, si je fais une projection comme ceci, que je cherche les niveaux 1,618, donc pour notre vague 5, on se retrouverait, vous voyez, vers les 28 selon cette méthode de calcul. Donc pour moi, le niveau des 25, pourquoi pas même les 20, peut être recherché. Alors c'est difficile de vous dire sous quelle vitesse, mais tant que nous sommes à l'intérieur de ce canal baissier, eh bien cet objectif des 27 voire des 20 reste pour moi quelque chose de tout à fait possible, avec à ce moment-là un marché qui irait rechercher finalement cette oblique qui est ici. D'accord? Donc baissier jusque les 20 dollars le baril. On reste baissier sur le pétrole, on reste baissier sur l'or, on reste à l'achat sur le dollar. Je pense que ce sont les grandes directions qu'il faut continuer d'avoir sur 2016, avec la politique de la Fed qui, comme je le disais en introduction, va vers une réduction des liquidités sur le dollar. Tous les actifs qui sont soit indexés ou contre le dollar devraient encore souffrir sur un horizon 2016. Voilà. Je vais répondre aux questions.
Euh, Commentaire de la part de visiteurs, une diagonale terminale est chevauchante et avec divergence. Oui, puisqu'une diagonale, une diagonale en fait montre en fait un biseau. Alors si c'est dans le cas d'une tendance haussière, une diagonale terminale, ça correspond en fait à un biseau chartiste. Donc si vous avez un biseau, ça veut dire que l'amplitude, la vitesse des courses est ralentie, vous avez des chevauchements, et tout ça vous indique non seulement qu'il y a une divergence sur les oscillateurs, hein, si vous mettez des RSI, SSCI, pour 100 Williams ou stochastique, vous verrez des divergences, et montre que le marché a maintenant du mal à réaliser des plus hauts et que nous arrivons effectivement sur une fin de tendance, quoi, une fin de mouvement. Merci de ta part, Franck, pour ton commentaire. Alors bonjour Geoffrey, tu arrives un petit peu en retard. Commentaire de la part de Totof, l'important c'est pas de trouver en avance la bonne fourchette, mais de l'ajuster pour être sûr qu'on a bien une base viable pour la suite. Exactement. C'est excellent. Merci encore pour cette douce et calme vision des marchés à fin 2015. Merci pour toi, super intéressant. À plus tard, bonne fête de Noël. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis de toute façon, en ce qui me concerne, à très vite pour mon prochain article, puisque je vais continuer de produire des articles, même pendant les fêtes, et mes webinaires. Alors il n'est pas impossible que le webinaire de la semaine prochaine soit remplacé plutôt par une vidéo, puisque je ne serai peut-être pas à même d'avoir une connexion internet qui me permet de faire un webinaire, mais normalement, entre Noël et la nouvelle année, je devrais pouvoir assurer le webinaire comme prévu. Voilà. Merci visiteurs, je vous souhaite d'excellentes fêtes, merci à tous, merci de m'avoir suivi, vous avez été nombreux comme d'habitude. Merci à DailyFX et FXCM pour ces magnifiques journées et conférences qui, je l'espère, vous apportent beaucoup et vous éclairent sur les marchés financiers. Je vous dis à très bientôt en ce qui me concerne.